Bonjour. Merci à Morgane Belgique pour cette conférence que j'ai trouvée très instructive et qui contraste un peu avec le parfum d'autocongratulation qui flottait ce matin. On va peut-être essayer d'introduire des phénomènes de rupture, de fissure, de questionnement, d'interrogation. Bon, j'ai déjà un exemple en tête qu'il connaît bien, l'exposition qu'il a contribué à faire au Louvre sur le pillage, à la demande d'ailleurs de Jean-Luc Martinez à l'époque, avait au milieu, le plus spectaculaire, c'était des bustes syrianiques, justement. Et là maintenant, la juge d'instruction a délivré un non-lieu pour le possesseur, donc le nom a été donné, donc je peux le donner aussi, il s'appelle Lotfi. Et lui, alors bon, il y a un appel du parquet, bon, mais lui maintenant, il demande la restitution de ses bustes. Donc on voit bien qu'il y a un moment donné où toutes ces problématiques rentrent dans des zones un peu tumultueuses, contradictoires, des zones grises peut-être, je ne sais pas, avec des éléments dans un sens, dans l'autre. La justice n'arrive pas toujours à suivre, à comprendre ce qui se passe et à suivre ce qui doit se passer. Et puis bon, maintenant, je regrette beaucoup, moi, l'absence de l'OCBC aujourd'hui, qui, je crois, est due à des problèmes de personnel. Bon, ils ne sont pas suffisamment nombreux, il y en a qui sont en vacances, etc. Je crois qu'il n'y a rien de bien choquant là-dedans, mais évidemment, c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Et justement, quelques jours après que l'instruction, à mon avis, bancale, menée à l'encontre de Jean-Luc Martinez et de Jean-François Charnier, a été secouée par la demande d'annulation des mises en examen faites par l'avocat général auprès de la chambre d'instruction. Bon, les choses ne sont pas faites. La chambre peut décider autrement, bien sûr. Et il peut y avoir encore des rebondissements. Mais ça jette quand même une ombre sur la manière dont l'enquête et l'instruction ont été conduites. Et je dois dire, à titre personnel, moi j'ai été très choqué par cela, sur le traitement médiatique qui s'est déchaîné contre ces deux hommes, ces deux conservateurs. Donc, on arrive à un moment donné où les choses deviennent plus complexes, plus difficiles, et on va essayer peut-être de voir si sur certaines questions on peut espérer des évolutions. Il y a aussi, il va y avoir le rapport normalement déposé en novembre par Jean-Luc Martinez, ambassadeur cette fois-ci, sur les demandes de restitution des pays africains et éventuellement une loi cadre ou des lois cadres, à ce que j'ai compris. Donc on verra aussi ce que ça peut donner. Et puis il doit y avoir dans quelques jours la remise du rapport de la mission d'information nommée par la ministre de la Culture sur les procédures d'acquisition qui a été demandée notamment à Madame Labordette et ce qui doit être rendu là maintenant dans les jours qui viennent. Alors comme il y a le 50e anniversaire du Louvre Abu Dhabi, il va peut-être... Le 5e anniversaire, pardon, excuse-moi. Oui, pardon, ça y est, ça commence. Le 5e anniversaire du Louvre Abu Dhabi, je pense qu'elle ne va pas le rendre public avant, parce que ça risque de jeter une petite ombre aussi sur cette commémoration. Mais normalement, il devrait, à ce que j'ai entendu dire, être rendu public après. Et bon, il se trouve que moi, j'ai été entendu comme grand expert, n'est-ce pas? J'ai eu quelques idées que j'ai jetées comme ça sur le papier, qui ne sont pas forcément... d'autres aussi ont eu les mêmes. Hein, bon, et je vais peut-être en parler tout à l'heure pour voir avec les différents intervenants ce qu'ils pensent des améliorations qui peuvent être trouvées. Et je leur ai demandé, si c'était possible, d'insister sur des exemples concrets de choses qui se sont passées, parce que c'est toujours, et on le voit bien avec l'intervention qui vient d'avoir lieu,
Hein, c'est toujours en s'appuyant sur le concret, sur les exemples concrets, qu'on voit les complications, les contradictions, les affinements. On peut avoir des avis mitigés. Je trouve qu'en tout cas, ça éclaire beaucoup plus que les proclamations un peu générales. Alors, je propose de passer la parole à Claire Chastanier, qui est du service des musées de France, auquel je voudrais peut-être demander qu'elle nous dise un petit mot sur la façon dont la jurisprudence a évolué ces dernières années, et je pense notamment à l'article qui a été ajouté à la loi de création sur les biens mal acquis, et éventuellement, voilà, je l'interrogerai après sur une autre question. Alors, je ne sais pas si c'est... Merci pour la parole, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si la jurisprudence, il n'y en a pas en fait beaucoup, mais par contre, c'est vrai qu'en 2016, à l'occasion de la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, nous avons introduit un certain nombre de demandes, enfin de mesures législatives visant à lutter davantage et mieux contre le trafic illicite, ainsi que les ordonnances de la loi, parce que le mouvement a été lancé en 2016 avec la promulgation, mais a continué avec un certain nombre de mesures par ordonnance. Donc il y avait notamment l'introduction d'un contrôle douanier spécifique qui n'existait pas auparavant sur les biens culturels et qui donne toutes les semaines quasiment des interpellations de la douane pour savoir si des biens étaient fondés à sortir, à être sur notre territoire et à y rentrer parce que sont-ils sortis légalement de leur pays d'origine. Cette mesure est désormais remplacée par un règlement européen qui vise aussi au contrôle à l'importation, qui n'est pas rentré encore, ce règlement est de 2019, il n'est pas encore rentré en vigueur dans toutes ses composantes, puisque c'est conditionné par la mise au point par la Commission européenne d'un système électronique qui permettra un traitement et une concertation avec les autres États membres de l'Union européenne, mais il y a une mesure de prohibition générale dans ce texte qui par contre est entrée en vigueur depuis le 28 décembre 2020 et qui normalement proscrit l'entrée sur notre territoire de tout bien venant d'un pays tiers qui serait sorti illégalement. Dans cette loi, il y avait, je vais faire ça rapidement sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le lieu, la possibilité de marquer l'affichage d'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies quand elles concernent la circulation des biens culturels et leur interdiction. On pensait évidemment à l'Irak et à la Syrie, mais dans l'avenir, il pourrait y avoir d'autres pays concernés. La création de la possibilité juridique de faire des refuges. Donc, le président de la République avait parlé à l'époque d'un droit d'asile pour les œuvres en danger dans un autre pays qui nous demanderait de l'aide pour les garder pendant le temps de la crise, qu'elle soit crise naturelle ou conflit armé. La possibilité d'exposer des œuvres extra-occidentales dans les musées de France le temps de l'instruction d'une saisie. C'est ce qui a donné lieu notamment à l'exposition au Louvre dont il a été question et à la future qui ouvrira à Marseille en décembre, qui présentera aussi des saisies douanières. Et puis l'annulation de l'acquisition. Quand elle est d'une acquisition publique, quand elle est faite en contradiction, ce dont on s'apercevrait après coup, de l'engagement international qu'a pris la France en ratifiant en 1997 la Convention UNESCO de 1970. Donc cette disposition qui est très importante pour moi dans la mesure où elle est à la fois une solution en cas de difficulté repérée sur l'origine d'un bien qu'on aurait intégré au domaine public, mais aussi à une vertu pédagogique pour expliquer aux institutions patrimoniales qu'il faut qu'elles fassent justement des diligences sur la provenance avant d'intégrer, de proposer l'achat, n'a pas rentré est en vigueur, mais n'a pas trouvé à s'appliquer depuis 2016, peut-être un jour. Et enfin, le dispositif a été complété à la fois par une mesure dans une autre loi en juin 2016 qui permet de sanctionner le trafic, le produit du trafic fait de manière intentionnelle et qui financerait le terrorisme.
Et une des suites de la loi El Cap, ça a été aussi d'introduire une possibilité de rejeter des demandes de certificat d'exportation si jamais il y a des présomptions suffisamment graves et concordantes d'une origine illégale, notamment, et qui donc devraient nous conduire à éviter à délivrer ces certificats. Voilà, pour faire très très vite. Moi, j'aurais une question à poser. Oui. Il y a eu des facilités de sortie des collections publiques des biens mal acquis. Hein, je vais un peu vite, mais... Et en fait, pourquoi est-ce que la spoliation n'a pas été intégrée à ce dispositif et qu'à chaque fois maintenant, il faudrait faire une loi pour restituer des œuvres des collections publiques qui proviennent de spoliation. Pour les spoliations et pour compléter ce qu'a dit David Zivi tout à l'heure, jusqu'à présent, la plupart des sorties ont eu lieu via des décisions de justice, donc qui ont condamné l'État ou les collectivités territoriales propriétaires à restituer des œuvres. On a fait une loi d'espèces en février 2022 qui a permis de sortir du domaine public 15 œuvres, enfin il y en a 3 principalement qui étaient vraiment spoliées. Et cette technique juridique d'utiliser la loi qui a été la loi ad hoc, qui a été celle choisie par le gouvernement, désormais, justement, notamment avec le travail de Jean-Luc Martinez, mais aussi le travail avec la mission, devrait déboucher sur, comme ça a été dit, une loi ou des lois cadres, justement pour éviter ce recours répétitif à des lois d'espèces et au cas par cas. Avec une difficulté quand même, c'est que quand on dit loi cadre, ça veut dire trouver un minimum, un dénominateur commun de critères qui doivent convenir au plus grand nombre de cas auxquels on peut être exposé, avec une difficulté d'établir cette critériologie qui travaille délicat. Donc il y a des avancées qui sont encore possibles. Christian Dédier, vous êtes là-bas. Il est de l'autre côté. Vous arrivez de Hong Kong, si j'ai bien compris. Vous êtes un galeriste spécialiste dans l'Extrême-Orient. Vous avez été président du syndicat national des antiquaires. Est-ce que, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont particulièrement marqué sur cette question de la recherche de provenance et éventuellement des améliorations auxquelles vous pensez? Moi, déjà, je suis surpris que l'OCBC ne soit pas là, mais indirectement, ils sont présents, parce que comme on a les spots dans la figure, on se croirait en interrogatoire chez les flics. Mais bon, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas eu le courage de venir aujourd'hui. Et mais je vous libère à midi. Hein, la nouvelle, c'est pas grave, on ira en garde à vue, j'ai l'habitude. La nouvelle équipe, ce sont des cow-boys maintenant. Alors ils viennent, ils sont méchants. Moi, je me souviens d'une époque, avec Vincent, où on a fait quelques belles bêtises pour récupérer des objets volés. Un jour, Vincent m'a donné un ouvrage avant que je prenne l'avion pour Hong Kong. Et en lisant son livre, j'ai dit, tiens, l'objet volé, je connais le collectionneur. Donc j'ai pris contact avec le collectionneur qui avait acheté légalement l'objet en France, qui avait eu un certificat d'exportation français pour exporter son objet en Suisse et qui a dit, s'il est volé, je le restitue à la France. Mais il y avait une lacune dans la loi française, c'est on ne peut pas rapatrier un objet, ce n'est pas prévu de rapatrier un objet. Donc on avait organisé un petit truc avec Vincent et avec l'OCBC, j'avais fait un vol Zurich-Nice, Nice-Paris, et il m'attendait à Paris parce que j'étais passé en fraude avec l'objet pour le rapatrier, et la police nous a accompagnés jusqu'au ministère de la Culture parce qu'entre l'aéroport et le ministère, on était receleurs. Donc c'était une époque où il y avait des contacts permanents avec l'OCBC, où il y avait des contacts avec les conservateurs de musées, où il y avait des échanges permanents. Maintenant, l'ancienne présidente du musée Guimet, qui vient de quitter après 9 ans, n'a jamais daigné venir me voir. Et donc, elle n'a pas pu avoir des informations sur ce qui va se passer sur le marché. Il y avait un échange constant. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc peut-être qu'il serait bon, au lieu de faire des lois, des choses comme ça, de reprendre les contacts entre les professionnels, puisque il y aura des bons antiquaires s'il y a des bons collectionneurs et s'il y a des bons conservateurs. Et nos informations qu'on peut avoir sur le terrain, on peut éviter une boulette, mais le conservateur peut nous dire « Attention, j'ai entendu tel pillage ». Donc moi, je suis en relation en permanence avec le Bureau des affaires culturelles en Chine, ce qui m'a permis de voir un objet extraordinaire un jour à Hong Kong.
qui était un bronze du XIIe avant Jésus-Christ et qui avait une inscription très importante. Et lorsque j'ai traduit l'inscription, j'ai eu un petit peu peur parce que c'était le premier roi des Zhou, donc on est au XIIe avant Jésus-Christ, et on connaît 4 inscriptions de ce monsieur-là. Donc j'ai tout de suite appelé le bureau des affaires culturelles qui m'ont dit, dans la fouille machin, on a eu un objet de telle forme qui a été volé. Et c'est comme ça qu'on a pu localiser l'objet tout de suite et éviter que je fasse une boulette, parce que j'aurais pas eu cette information, j'aurais pas lu l'inscription, j'aurais pas été en rapport avec les conservateurs et avec les personnes spécialisées, bah peut-être que j'aurais acheté l'objet et il aurait terminé dans une collection européenne et après ça aurait fait une réclamation ou autre. Donc je pense pour éviter un certain nombre de problèmes, on doit reprendre les relations, les contacts et les échanges entre les collectionneurs, les antiquaires et les musées. Ça c'est important. Et aussi il y a un problème que la personne qui a parlé avant nous a oublié de dire, c'est qu'il y a des différences de législation, et je m'en suis occupé énormément au syndicat des antiquaires, entre les pays européens. Mettons en Belgique, le recel n'existe pas, en Hollande non plus, donc un objet qui a été volé devient légal en Belgique. Mais vous avez le même problème, le même objet volé en France deviendra légal au Brésil, en Israël et au Japon. Donc, si on l'achète de bonne foi au Japon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça, c'est des choses à revoir, et ça, c'est au niveau des gouvernements. Et j'ai assisté, je termine. Oui. J'ai assisté à une réunion des polices d'Interpol et autres à Bruxelles il y a des années, où la police française refusait de donner l'information aux Italiens, les Italiens refusaient de donner l'information du vol aux Anglais, et tout le monde gardait son truc. Donc on ne pouvait pas bloquer un vol et repérer l'objet tout de suite. Donc ça, c'est gravissime. Voilà. Il a été fait mention tout à l'heure de la conférence qui a eu lieu à la Sorbonne en janvier, il me semble, sous la présidence européenne, la présidence française de l'Europe, qui avait effectivement dit qu'il fallait renforcer la coopération européenne, puis ça a été redit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut, moi je pense qu'il y a un retard considérable de l'harmonisation juridique européenne et des mécanismes aussi. Il faut savoir par exemple qu'Europol n'a pas de bureau dédié au trafic d'art et ça ne les a jamais intéressés. Et, ça fait 20 ans qu'on voilà, donc on a un peu de mal et c'est aussi de la faute des États membres, y compris de la France d'ailleurs, qui n'appuie pas suffisamment les revendications dans ce sens. Louis de Bézère, peut-être vous pouvez nous dire un mot aussi sur un sujet qui vous est aussi cher, puisque vous êtes galeriste d'œuvres graphiques, de la spécialité, des problèmes que pose la recherche de provenance dans votre spécialité. Je pense au dessin, bien sûr, mais aussi aux estampes, qui sont des multiples, donc qui posent encore des problèmes plus particuliers. Alors nous, dans notre domaine, on est vraiment spécialisé dans le dessin. Je pourrais plus vous parler du dessin que de l'estampe, parce que l'estampe, c'est encore un domaine différent. On est sur parce que depuis un certain temps, on parle d'antiquité. Le marché de l'art, dans sa globalité, c'est beaucoup d'œuvres et beaucoup moins d'antiquité. Dans notre domaine, le domaine du dessin ancien, la provenance a toujours été quelque chose de très importante. Dès le XVIIIe siècle, par exemple, il y a un collectionneur en France qui s'appelait Mariette. Quand il achetait des dessins et qu'il connaissait la provenance, il marquait sur le dessin avant Vasari, aujourd'hui Mariette. Donc c'était déjà, dès le XVIIIe siècle, c'était une question qui était importante. Parce que la manière dont le dessin allait passer de collection en collection était comme un fil qui permettait de le suivre depuis sa création jusqu'au collectionneur de l'époque. Après, on a aussi la chance dans notre domaine, alors c'est un domaine très particulier dans le dessin, c'est que la plupart des collectionneurs, quand ils ont des dessins et qu'ils ont une collection assez importante, ils apposent sur le dessin un cachet qui permet de certifier que tel dessin a bien appartenu à Mariette au XVIIIe siècle. Donc, quand on fait les recherches de provenance, parce qu'aujourd'hui, quand on nous apporte un dessin et qu'on fait des recherches de provenance, sur les provenances anciennes, on a la chance d'avoir ces cachets qui nous permettent de pouvoir retracer le chemin des dessins. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que quand sur le marché, il y a des éléments qui permettent d'authentifier ou de certifier,
il y a forcément à un moment donné des gens qui vont faire des faux cachets. Donc il existe un faux cachet Mariette, comme le cachet de la Croix, il existe un faux cachet de la Croix, qui essaye de brouiller les pistes par rapport à la provenance de l'œuvre. Donc vous pouvez acheter aujourd'hui un dessin censé être de Delacroix avec un cachet qui ressemble énormément au cachet de Delacroix, et il s'avère en fait que le cachet a été ajouté et n'est pas celui de Delacroix, il ressemble. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui est censé être une preuve de provenance. C'est-à-dire qu'on vous dit tel dessin vient de telle collection ou vient de tel atelier d'artiste parce qu'il a ce cachet-là. À chaque fois, il faut bien contrôler et vérifier que le cachet est bien le cachet authentique. Et pour ce faire, nous, on a un instrument qui maintenant est en ligne, donc qui est disponible à tout le monde, à n'importe quel collectionneur ou amateur, qui est le répertoire des cachets de collection, qui était mis en ligne par la Fondation Custodia, parce qu'à l'origine, c'était un livre qui a été écrit par Fritz Lört dans les années 20, mis à jour dans les années 50 et mis à jour en 2010 et entièrement mis en ligne. Donc aujourd'hui, si vous avez un dessin avec un cachet, n'importe qui peut aller en ligne sur le site de la Fondation Custodia. Vous mettez les lettres ou les signes que représente le cachet et il va vous donner tous les cachets répertoriés. Alors c'est évidemment les cachets répertoriés. Si le cachet est inconnu, ça veut dire que déjà la collection n'est pas très importante parce que le site est quand même régulièrement mis à jour et permet maintenant, normalement, d'avoir une vraie vue d'ensemble des dessins et des provenances qui sont plutôt anciennes, parce que les cachets ont été apposés, il y a encore des cachets apposés aujourd'hui, mais pour nous, c'est particulièrement intéressant pour les provenances plus anciennes. Alors parfois, on nous demande parfois maintenant, c'est quasiment même systématique, quand on doit vendre un dessin à un musée, on nous demande la provenance. Enfin non, on demande où était le dessin entre les années 35 et 45. C'est un problème qui pour nous est assez compliqué à gérer parce qu'on doit se fier à la connaissance qu'en a le propriétaire actuel, qui parfois n'en a pas une connaissance pleine et entière. Donc on doit aussi lui faire confiance. Il est arrivé une fois qu'un commissaire-priseur nous apporte un dessin qui était dans une famille, et les gens disaient c'était mon grand-père qui était collectionneur de dessins, comme ça nous arrive souvent. Donc on a pris le dessin, on a commencé à faire des recherches. Il s'est avéré que c'était un dessin très important de la Renaissance italienne, et qu'effectivement, dans un vieux livre de la première partie du XXe siècle, le dessin avait été photographié, ce qui était rare à l'époque, et localisé. Donc qui a permis de certifier qu'effectivement, le dessin était depuis presque les années 1920 dans la même famille. Mais c'est une démarche qu'on peut essayer de faire, mais à laquelle on n'aura pas systématiquement de réponse. Merci. Oui, il y a faire confiance et faire confiance aussi, parce que moi, je sais, dans une des parties de l'enquête qui a donné lieu à mon dernier livre sur l'affaire Ruffini, il y a le cas de la Vénus du prince de Liechtenstein, qui a été exposée, vendue et exposée après dans la collection comme provenant d'une collection suisse, d'une collection belge de Bruxelles depuis le 19e siècle. Et quand j'ai demandé le nom de la famille, ils étaient incapables de répondre. Et ils n'avaient fait aucune recherche. Et 15 jours après, j'ai vu un des intermédiaires qui avait vendu l'œuvre. Et je lui ai dit, mais d'où ça vient? C'est qui cette famille? Il m'a dit, mais rien du tout, on a complètement inventé ça, parce que ça facilitait le transfert vers Londres, où il a été proposé, et puis d'ailleurs est connu après d'autres aléas. Et le conservateur de la collection de Liechtenstein m'a dit, mais la recherche de provenance, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire de la police. Donc les historiens de l'art n'ont pas à s'intéresser à ça. Et là, il y a quand même aussi un problème par rapport à une certaine forme d'histoire de l'art, du connoisseurship, qui est quand même extrêmement grave. Là, on a un cas limite de quelqu'un qui est agriculteur à la retraite en Italie, qui a vendu des centaines de peintures, dont une quinzaine de chefs-d'œuvre pour des millions d'euros,
qu'il a trouvées en chinant et dont aucune n'a d'historique. Donc aucun des conservateurs concernés, que ce soit au Louvre, la National Gallery ou Metropolitan, aucun des marchands, aucun des galeristes et pratiquement aucun des commissaires-priseurs, parce que certains ont fait quand même leur travail, n'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce type, d'où il sort ça, et qui posait évidemment le problème, est-ce qu'éventuellement ce sont des faux, puisque c'est ça la question qui est posée. Donc il y a quand même une tendance des marchands à croire ce que leur disent les vendeurs sans le vérifier, qui est aujourd'hui est remise en cause et doit être remise en cause de plus en plus, a priori d'ailleurs, s'ils ne veulent pas après s'attirer des ennuis. Alors, vous avez évoqué ce répertoire. Il y a aussi un répertoire des poinçons, par exemple, pour l'argenterie. Enfin, c'est des choses... quand ils sont en ligne et accessibles, ça aide énormément les professionnels qui peuvent avoir des problèmes honnêtes et les conservateurs et tout ça. Alors, on arrive justement à ce que moi j'appellerais l'hydre du Loch Ness, ou le Saint Graal, de la base de données. Et donc, il y a des appels qui ont été faits, y compris par l'honorable président du Conseil des ventes, à ce que, finalement, il y ait une base de données qui puisse être accessible au marché de l'art. Alors, bon, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et, par exemple, il n'y a pas d'interconnexion entre les deux grosses bases de données européennes, qui sont celles de l'Italie et celles de la France. Mais je crois que techniquement, financièrement, programmatiquement, etc., en réalité, c'est peut-être pas possible. Et je voudrais donc poser la question à Paul Exbraya, qui travaille avec l'Art Loss Register et qui est en plus un ancien de l'OCBC, donc il peut répondre à double titre, en tout cas de par son expérience, savoir si effectivement une base de données accessible aux professionnels et gratuite, disons, est possible. Et qu'est-ce que l'Art Loss Register peut ou ne peut ne pas apporter dans ce domaine? Merci, monsieur. Gratuite, je pense que ce sera quelque chose dont il faudra parler. Effectivement, une base de données gratuite, une formation gratuite, je pense que ça mérite d'être discuté. Sur les bases de données, peut-être une petite définition de ce que c'est une base de données. Finalement, c'est un outil technique qui est à la disposition de tous, et notamment du marché de l'art, pour lui permettre de conduire des diligences sur un objet ou sur une provenance. C'est ça une base de données. Et donc là, je viens de prononcer le mot de diligence, et je pense qu'il est très important de faire la distinction entre les diligences et la recherche en provenance, qui sont deux choses différentes. La recherche en provenance, on l'a bien tous compris, c'est donc le travail pour comprendre l'histoire d'une œuvre de sa création à aujourd'hui. Ça, c'est la recherche en provenance. Les diligences, c'est autre chose. Ce n'est pas d'ailleurs réservé au marché de l'art. Les diligences, ce sont des vérifications qui sont faites en amont d'une acquisition. Et donc, rapportées au marché de l'art, rapportées à l'acquisition d'une œuvre d'art, les diligences vont tourner autour de l'authenticité, de la condition d'une œuvre, de son état, de son estimation, et peut-être aussi de savoir si cette œuvre est enregistrée sur un registre de base de données volée. C'est ça l'exercice d'une diligence. Donc, moi, effectivement, je travaille au Art Loss Register depuis plusieurs années maintenant. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de questions. Ça a été mentionné à plusieurs reprises tout à l'heure. Je voudrais juste faire une brève présentation du Art Loss. Donc, comme son nom l'indique, le Art Loss Register, c'est un registre des œuvres d'art disparues. Donc, il a été créé en 1990 à Londres. Et le cœur du métier du Art Loss, c'est de mettre sa base de données à disposition du marché, pour que le marché puisse faire ses diligences, c'est-à-dire vérifier si les œuvres d'art qui lui sont proposées sont signalées, volées ou spoliées. Aujourd'hui, le Art Loss, c'est à peu près 700 000 enregistrements. Donc, je vais donner un chiffre très approximatif, mais il y a à peu près la moitié de ce chiffre qui sont des informations qui ont été spécifiquement communiquées au Art Loss par les services de police, par les assurances, par les victimes. Et il y a l'autre moitié qui correspond en fait aux informations qui sont déjà disponibles à tous. On l'a dit tout à l'heure, il existe de très nombreuses bases de données qui sont ouvertes à tous, la base Interpol, le répertoire des biens spoliés, les bases du ministère de la Culture, en France, à l'étranger. Et donc, lorsque vous interrogez le Art Loss Register, il y a une requête qui est faite à la base du Art Loss, ainsi que sur toutes ces bases externes. Donc, le Art Loss, c'est à peu près 450 000 demandes de consultation de sa base par le marché chaque année. Et la très très grande majorité de ces demandes de consultation viennent du marché des ventes publiques, des maisons de vente aux enchères, en amont des ventes publiques. Alors,
je l'ai dit, donc le Art Loss, évidemment, ce n'est pas la seule base des biens disparus ou des biens spoliés. Il en existe de très nombreuses et dans de nombreux pays. Et je pense que en fait, ça témoigne d'un consensus sur la nécessité d'avoir de telles bases. Donc pourquoi il y a un consensus? Parce qu'elles sont importantes. Et pourquoi sont-elles importantes? Eh bien, parce qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions, si on prend en compte les livres et les manuscrits, d'objets d'art qui ont été volés ou spoliés, qui sont dans la nature. Et donc, ils ont été illégitimement soustraits à leurs propriétaires. Donc, ils doivent être recherchés. Et lorsqu'on parle de la thématique plus particulière des biens spoliés, entre 1933 et 1945, bien évidemment, la tentative de localisation et de restitution fait encore plus sens. Lorsque c'est un objet qui a été volé au préjudice d'un musée public, c'est l'intérêt général qui est pénalisé. Donc ces objets doivent être recherchés. Alors, pourquoi on va enregistrer des objets dans des bases de données? Pour 3 points principaux. Le premier, ça va être de diffuser l'information au plus large. Le deuxième, ça va être de limiter la possibilité à des gens de le revendre. Et le troisième, et c'est peut-être le plus important, c'est de permettre de localiser ces objets et peut-être d'arriver sur des revendications, voire des restitutions. Alors, est-ce que les bases de données permettent effectivement d'arriver jusqu'aux localisations et aux restitutions? Eh bien, la réponse c'est oui, mais. C'est-à-dire oui, mais à la condition que les bases de données elles soient interrogées. Sinon, une base de données, quand bien même elle va être complète, le Graal dont on parlait tout à l'heure, si elle n'est pas interrogée, elle ne sert à rien. Et c'est là, je pense, que le marché de l'art a un rôle très important à jouer, un rôle majeur à jouer, puisque si le marché fait ses consultations, fait ses diligences lorsque les objets leur sont présentés, eh bien, mécaniquement, ça va augmenter de manière extrêmement significative la possibilité de localiser des objets et peut-être, in fine, des restitutions. Donc en France, par exemple, il y a plusieurs centaines de milliers d'œuvres d'art qui sont échangées chaque année, qui font l'objet de transactions. Vous parliez tout à l'heure, je crois, de 500 000 à trop chaque année. C'est énorme. Si les acteurs du marché font leur diligence, contrôlent, confrontent ces ventes aux bases de données, eh bien, on va retrouver énormément d'objets. Donc pour conclure sur cette petite présentation, les bases de données sont un outil, très efficace si elles sont utilisées. Et je pense pour ma part que le marché a un intérêt à réaliser ces diligences. Alors, on peut discuter de la question éthique et morale, hein, ça c'est un point, mais chacun est juge de sa propre idée là-dessus. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un intérêt stratégique en réalité, puisque vous parliez tout à l'heure, monsieur, d'une période charnière. Et effectivement, on est sur une période, on le voit bien, où le climat en faveur de plus de transparence et plus de confiance est extraordinaire. Et donc, je pense que les acteurs du marché ont un intérêt à effectivement effectuer ces diligences pour générer de la confiance et renforcer le marché. Oui, mais il y a forcément des trous noirs, par exemple. Moi, j'ai entendu maintes fois des enquêteurs de l'OCBC, ça a peut-être été votre cas quand vous y étiez, qui protestaient contre le fait que des trafiquants ou des marchands manifestement pas scrupuleux s'en sortaient en disant « Ah, j'ai fait la recherche de l'Art Loss Register ». Alors qu'en réalité, ça leur servait de prétexte. Ils savaient très bien que l'origine du pillage n'était pas recensée. Ou bien, par exemple, il y a les vols qui ont pu être commis même dans les musées pendant la guerre de 14 ou au 19e siècle qui ne sont pas recensés. Et donc, en fait, est-ce que ça ne peut pas servir aussi de prétexte à des marchands peu scrupuleux pour s'en sortir en disant « Moi, j'ai fait ma recherche Art Loss Register, je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage ». Si, tout à fait. De la même manière qu'on peut faire une recherche Interpol, avoir un beau petit PDF mais qui la base de données d'Interpol est très faible. Elle est très limitée. Elle est limitée à des œuvres très importantes qui sont signalées à Interpol. Du coup, est-ce que vous nous reprochez d'avoir une base trop importante? Alors, on en fait trop ou on n'en fait pas assez? Non. Ce que je dis, c'est qu'on peut se servir de la recherche Art Loss comme un prétexte pour ne pas faire de diligence. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, puisque c'est tout à fait vrai. Il arrive qu'il y ait des gens mal intentionnés qui utilisent ce certificat à des fins malhonnêtes. Je dirais que quel pourcentage ça représente sur la recherche, j'en ai strictement aucune idée, mais c'est, je pense, vraiment extrêmement minoritaire. Sur la problématique des trafics, des biens archéologiques dont on a parlé tout à l'heure, donc le Art Loss, quelle est la position du Art Loss? Donc effectivement, on sait qu'il y a des milliers d'objets qui sont pillés sur ces zones de guerre et qui ont circulé. Très bien. En revanche, dans la plupart des cas, ces objets ne sont pas documentés. Donc on ne peut pas les intégrer dans la base de données. Oui. Alors, jusqu'à 2017,
Le hard loss, c'est vrai, et vous en verrez certainement, mesdames et messieurs les marchands ou les commissaires-priseurs, lorsqu'on était interrogé sur un objet archéologique, jusqu'en 2015, 2016, 2017, ce n'était pas dans la base, il y avait un certificat qui était délivré. En 2017, les standards sur ce sujet ont été modifiés et il a été déterminé, c'est subjectif, mais c'est ce qui a été déterminé, que le marchand, celui qui fait la requête, doit être en mesure de fournir une provenance qui remonte au minimum à l'an 2000 et une provenance documentée. En l'absence d'une provenance documentée qui remonte au minimum à l'an 2000, nous ne pouvons pas livrer de certificat. Ce n'est pas un système parfait, c'est notre façon à nous d'essayer de lutter contre effectivement ce trafic qui existe, ces objets illicites qui circulent. Il y a un autre problème, c'est que vous êtes une base payante. Il y a même eu des cas où des enquêtes ont été entravées parce que vous avez demandé de l'argent aux gens qui recherchaient les œuvres et que le temps que ça se règle ou que ça ne se règle pas, l'œuvre avait disparu avec les voleurs. Alors, si vous me permettez, je vais vous faire deux réponses. Est-ce que vous savez combien coûte une recherche au Art Loss Register? Non, mais donc, pour une maison de vente aux enchères, c'est 3 €. Et pour un marchand, c'est entre 30 et 80 €. Donc c'est payant, c'est vrai, nous sommes 50 salariés. Donc c'est payant, c'est vrai, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure... Quand vous retrouvez des œuvres, vous demandez un pourcentage. Alors, là c'est une autre question. Je suis désolé de vous embêter. Non, mais vous ne m'embêtez pas du tout, parce que moi je trouve que c'est très bien de pouvoir répondre à ces questions. Donc je vous ai fait une première réponse sur le prix que coûte le Art Loss. Une deuxième réponse sur le fait que vous me disiez il y a eu un dossier où le Art Loss... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous me donnez des faits, là, je peux peut-être vous répondre, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne peux pas vous répondre. Maintenant, sur les commissions du Art Loss, c'est très clair. Aujourd'hui, si vous enregistrez un objet dans la base du Art Loss, ça vous coûte 10 €, puisqu'il est volé. Et vous signez un contrat. Qu'est-ce que dit ce contrat? Ce contrat dit que si le Art Loss localise votre objet sur le marché, et que, in fine, l'objet vous est restitué, on facture 5% de la valeur de l'objet. Ou 20% si vous mandatez le Art Loss, pour faire cette revendication. La personne qui a perdu son objet, on localise l'objet à New York ou à Paris ou à Berlin, que sais-je. Il a deux possibilités. Soit il peut le faire tout seul, soit il peut le faire avec ses conseils, ses avocats. Est-ce qu'ils vont le facturer? Je suppose que oui. Ou soit il demande au Art Loss Register, est-ce que le Art Loss Register, dont la première mission de localiser l'objet a été effectuée, est-ce que le Art Loss doit derrière travailler pour récupérer l'objet pour cette personne sans aucune contrepartie financière? Oui, Christian, oui. Oui, rapidement, Christian. Je ne suis pas d'accord du tout parce que vous oubliez une chose à dire qui est très importante, c'est qu'un objet qui a été volé, il y a un accord interne avec les compagnies d'assurance. Si vous restituez l'objet, vous touchez 20% de la valeur de l'objet sans poursuite judiciaire. Et c'est là-dessus que Art Loss avait joué. Et c'est pour ça que par un moment, avant que vous arriviez à Londres, si les gens d'Art Loss étaient venus en France, l'OCBC avait dit qu'ils les arrêteraient. Et il y a plein d'autres petites magouilles qui existent chez Art Loss. Alors que le syndicat des antiquaires avait mis au point par Sabine Bourget, qui est présente, c'est Sabine qui s'était occupée de ça avec l'OCBC et avec les compagnies d'assurance. C'était le projet Argos, où on pouvait consulter et on envoyait la photo de son téléphone, on nous répondait on l'a ou on ne l'a pas dans la base. Et c'était ce que vous appelez le due diligence. Mais d'abord, je ne comprends pas pourquoi on a eu des Anglais qui sont invités aujourd'hui. Si, quand même, Christian. Non, là, on ne peut pas vous suivre, là. C'est très intelligent, c'est très malin. Alors, encore une fois, moi, sur ce que vous venez de dire, sur le fait que le Art Loss prend des commissions, moi, j'ai travaillé à l'OCBC de 2009 à 2015. Non, laisse-le répondre. Et ensuite au Art Loss depuis 5 ans. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, non, mais... Moi, j'étais juste au syndicat pendant 15 ans. Bon, je crois qu'on a... Mais vous êtes aussi la personne qui a dit en propos liminaire que vous préfériez travailler avec les autorités chinoises. Vous aviez plus confiance aux autorités chinoises qu'aux autorités françaises. Moi, je suis obligé parce que je suis obligé de travailler pour les objets chinois avec les Chinois. Je suis désolé. Oui, mais ça, on ne vous le reproche pas. Mais vous faites plus confiance aux autorités judiciaires. J'ai fait une demande de Art Loss Register pour un objet. Vous m'avez dit que c'était impeccable et quelques temps après, on nous a dit qu'il fallait le restituer. Bon. Alors maintenant, j'aimerais qu'on évolue... Bon, je crois que le lièvre a été soulevé. On ne va pas le tirer maintenant.
J'aimerais qu'on évolue vers la question du droit, et pour ça, à ma gauche, une avocate, Corinne Hershkovitch, qui est notamment spécialisée en général dans les problèmes de restitution, notamment des biens issus de la spoliation. Et j'aurais voulu qu'elle nous dise un mot sur sa vision des évolutions, des améliorations possibles dans ce domaine qui lui est cher. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette journée et merci pour l'invitation. Je vais peut-être vous faire un état un petit peu de la jurisprudence dans mon domaine, puisqu'on vous a parlé tout à l'heure, David Zivi vous a parlé de l'ordonnance du 21 avril 1945 et il a gentiment émis l'hypothèse que j'en reparlerai. Donc effectivement, c'est un fondement très important dans le domaine des spoliations de biens juifs, puisque on a la chance en France d'avoir une législation issue de la déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943 qui permet de définir ce qu'est une spoliation, une vente forcée, et de forcer un tribunal à constater la nullité dès lors qu'un certain nombre de critères sont réunis, un certain nombre de conditions sont réunies. En ce qui concerne la recherche de provenance, ce qui est très intéressant, c'est que les quelques cas que j'ai eu à traiter sur le fondement de l'ordonnance de 1945, au début uniquement devant les juridictions, et puis plus récemment d'abord devant la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, puis éventuellement, lorsque la recommandation n'est pas jugée satisfaisante par les ayants droit, devant les juridictions à nouveau. Ça permet d'avoir une jurisprudence et de, à l'intérieur de cette jurisprudence, aller chercher ce que les juridictions tirent comme conclusion en matière de recherche de provenance. Et je pense que ça va être très constructif pour l'avenir de la recherche de provenance. Alors, je vais évoquer 3 décisions. Une décision de Gentili di Giuseppe qui a été prononcée par la Cour d'appel de Paris le 2 juin 1999, donc quand même très tôt par rapport à la recherche de provenance. Et à l'occasion de ce dossier, je dois dire que j'ai non seulement découvert l'ordonnance du 21 avril 1945, ce qui a été assez décisif dans mon approche de tout ce qui était problème de restitution en matière de spoliation. Et puis, j'ai découvert aussi ce qu'était la recherche de provenance, c'est-à-dire, finalement, lorsqu'on arrive devant une juridiction, lorsqu'on parle de droit et d'aspect judiciaire de ces problèmes de restitution, eh bien, on parle de problèmes de preuve. C'est l'administration de la preuve qui compte. C'est-à-dire que dans cette ordonnance du 21 avril 1945, il faut rapporter la preuve que, d'une part, la personne qui revendique était propriétaire de l'œuvre au 16 juin 1940, et deuxièmement, que l'acte de dépossession est la conséquence des lois exorbitantes du droit commun en vigueur après le 16 juin 1940. Donc vous voyez que pour un juriste, il va falloir administrer la preuve, et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas du dossier Gentili di Giuseppe, il s'agissait d'une vente publique. On avait un catalogue, c'est-à-dire que les descendants de Federico Gentili di Giuseppe avaient gardé les catalogues de vente, les procès-verbaux de vente, et donc on avait une matière très riche pour aller chercher un petit peu l'itinéraire des œuvres qui se retrouvaient au Louvre, et là on parlait de MNR, ce qui était une première étape. Il était incontestable que les œuvres avaient été retrouvées en Allemagne, puisque c'était des musées nationaux récupération, et on avait les catalogues de vente et les procès-verbaux, donc on avait déjà une traçabilité très importante, et malgré tout, il a fallu quand même rapporter la preuve de la spoliation, et c'est là qu'on est allé plus sur le terrain de la démonstration du lien de causalité, justement, entre la vente publique et les mesures exorbitantes du droit commun. Donc on s'éloigne un petit peu de la recherche de provenance. La deuxième décision dont j'aimerais vous parler, le deuxième cas dont j'aimerais vous parler, qui nous ramène alors là directement à la recherche de provenance, c'est le cas Gimpel. Dans cette affaire Gimpel, les ayants droit revendiquaient la restitution de 3 œuvres de Derain qui avaient été, alors le circuit est un petit peu complexe, et je vais aller un peu vite, si vous souhaitez vous y replonger, vous retrouverez facilement les décisions de jurisprudence.
Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'en première instance, on a fait une démonstration de la provenance des œuvres en se servant du matériel qui avait été conservé par la famille, les archives de René Guimpel, et puis le matériel beaucoup plus général qu'on trouve dans les archives publiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on avait retrouvé pas mal de choses, puisqu'on avait une photo des œuvres au domicile de René Guimpel. On savait dater à peu près le temps pendant lequel la famille Guimpel avait habité dans cet endroit, et donc on pouvait dater à peu près la propriété de ces œuvres, puisqu'elles étaient accrochées dans le salon de ce domicile. On avait toute une chronologie qu'on pouvait tracer à partir des différents journaux tenus par René Guimpel, qui tenait différents journaux plus ou moins précis sur les dates, et on arrivait à décembre 1939. On était encore à 6 mois du 16 juin 1940, la date fatidique visée par l'ordonnance du 21 avril 1945. Et avec des indices divers et variés, on arrivait à démontrer, me semblait-il, la propriété de l'œuvre entre les mains de René Guimpel jusque postérieurement au 16 juin 1940. On arrivait également à démontrer que les œuvres avaient été soit à Paris, soit dans le sud de la France, cédées pendant la période de la guerre et autour de 1942-1943. Et avec tous ces éléments, on a demandé au tribunal de constater donc la nullité des actes de dépossession, et le tribunal a estimé que la certitude n'était pas suffisante sur ces différentes preuves pour constater la nullité. Alors la famille a souhaité que nous saisissions la cour d'appel, qu'on fasse un recours contre ce jugement, et on a saisi la cour d'appel, et entre le jugement et la décision de la cour d'appel, j'ai estimé qu'il fallait trouver un moyen de convaincre la cour que les éléments factuels qu'on apportait pour démontrer la provenance et la traçabilité de ces œuvres étaient totalement objectifs, et qu'il était rapporté la preuve de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, naviguant de plus en plus dans l'univers des chercheurs de provenance, ce qui était un métier, rappelons-le, assez récent. Si on retourne à la jurisprudence Gentilly de 1999, la recherche de provenance, le métier de chercheur de provenance n'existait pas. Donc, j'avais travaillé de manière totalement empirique. En revanche, en 2019, juste entre le jugement Guimpel et l'appel qui allait être jugé par la cour d'appel, il y avait beaucoup plus de chercheurs de provenance, et j'ai chargé 2 chercheuses de provenance qui sont dans la salle aujourd'hui, Denise Verneret et Margot Dumas, de rédiger un rapport de provenance, c'est-à-dire de compléter les recherches que j'avais effectuées de manière un peu empirique, et de rédiger un véritable rapport qui soit soumis à la Cour pour justement entériner le fait que le métier de chercheur de provenance permettait de manière professionnelle, de manière scientifique, de procéder à l'administration de la preuve. Cette preuve de la traçabilité à des dates précises, avec des critères précis. Et donc, Denise Verneret et Margot Dumas ont poussé les recherches aussi loin qu'elles le pouvaient, c'est-à-dire qu'elles sont allées dans les documentations des musées concernés, elles ont été voir les œuvres elles-mêmes, ce qui est très important pour pouvoir établir toutes les marques éventuelles qui figurent sur les œuvres, qui sont des signes de leur traçabilité. Et puis, avec tout le matériel qu'elles ont réuni, elles ont rédigé un rapport très professionnel, très scientifique, qui a été soumis à la Cour. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le jugement qui estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de certitude et la Cour, la décision de la Cour qui est intervenue le 30 septembre 2020, eh bien, la Cour constate 2 choses qui sont très importantes et qui vont être certainement réutilisées très souvent dans ce type d'affaires. D'abord, la Cour constate qu'il ne convient pas de ne pas exiger de preuves. Il convient de ne pas exiger de preuves impossibles
dès lors que les circonstances rendaient impossible d'exiger un écrit en bonne et due forme pour formaliser la vente d'un tableau. Ça, c'est la première étape, donc constater que lorsqu'on parle d'une période qui est plus ou moins lointaine, on ne peut pas exiger des preuves absolues. Et surtout, si on ne peut pas exiger des preuves absolues, la Cour donnait une définition de ce qu'on peut exiger, et elle disait, compte tenu de ces circonstances caractérisant la force majeure, on peut se fonder, pour apporter la preuve de la propriété des tableaux litigieux et de leur dépossession, sur des éléments précis, graves et concordants. Donc ça, c'est typiquement les règles de l'administration de la preuve en droit civil, c'est-à-dire qu'il faut réunir un faisceau d'indices précis, graves et concordants, et c'est ce que la Cour a estimé être fait par le rapport de provenance qui avait été produit. Voilà, donc puisque le temps a couru, je conclus en 2 mots. Je pense que toutes ces évolutions et les évolutions encore plus récentes dans les 2 dernières années après cette décision de la Cour d'appel de Paris démontrent l'importance de la recherche de provenance, l'importance de définir des méthodologies, des critères. Il faut absolument encadrer de manière académique et scientifique la recherche de provenance pour que tous les professionnels qui vont travailler dans ce domaine puissent être reconnus comme de véritables scientifiques et que leurs écrits, leurs rapports puissent être utilisés de manière à justement satisfaire à cette nécessité de tracer les biens culturels pour éviter toutes sortes de trafics. Merci beaucoup. Merci Corinne. Merci d'avoir cité les jeunes chercheurs qui ont participé à ce travail. Et je crois que peut-être un des enjeux dans les années à venir, c'est mon ami Didier Schulman m'a incité à faire ce petit aparté, de jeter le projecteur davantage sur eux, sur leur travail, les difficultés de leur travail. Ils sont précarisés, mal payés. Il y a les problèmes de formation qu'on a abordés ce matin et sur lesquels il y a des débuts de réponse, heureusement. Pour moi, un des paradoxes de la recherche de provenance sur les spoliations, c'est qu'en France, elle est largement confiée aux conservateurs. Et là, je pense aussi, et j'espère peut-être avec cette nouvelle génération, ça pourra arriver, se pose le problème de l'indépendance de la recherche. Parce qu'il y a pratiquement un dilemme schizophrénique qui est posé aux conservateurs. Didier a vécu ça lui-même en direct sur un des cas les plus dramatiques de ces dernières décennies. Quand il a trouvé un relevé photographique qu'il a grossi, permettant de voir que l'homme à la guitare de Braque figurait au Jeu de Paume et donc avait bien été spolié à Cannes, en livrant cette information et en le donnant notamment à la famille, comme il l'a fait, eh bien, il risquait de voir ses propres collections dépossédées du tableau. Et tout le monde n'a pas forcément cette honnêteté. Et je trouve que l'un des gros problèmes qui se trouve posé pour les institutions françaises, les musées français, etc., c'est qu'on ne fait pas suffisamment confiance à une recherche indépendante et on demande aux conservateurs de se faire spolier finalement eux-mêmes de leur propre collection des biens à partir de leur propre recherche. Bon, alors, une seconde. Je voudrais passer la parole quand même à Alexandre Gichello, qui n'a pas encore parlé, et notamment, j'avais envie qu'il aborde cette question juridique qui est aussi qui est posée, y compris dans ce cas, par exemple, mais pas seulement, ce qui est le renversement de la charge de la preuve, qui est un peu une évolution qu'on sent dans la jurisprudence de plus en plus, et même à l'international. Bon, elle est, par exemple, très claire aux États-Unis aujourd'hui, où on demande aux marchands, aux collectionneurs, d'apporter la preuve que leur œuvre n'a pas été spoliée ou pillée, et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être aussi un problème de flou entre le droit civil, le droit disciplinaire, disons, et le droit pénal? Et on le voit très bien dans l'affaire des antiquités égyptiennes vendues
à Abu Dhabi, acheté par Abu Dhabi, dans lequel on a un peu mélangé tout et son contraire, avec des résultats maintenant qui sont désastreux. Alors effectivement, c'est un des points clés de toutes ces discussions qui, comme vous l'avez compris après cette matinée, sont d'une complexité inouïe et qu'il va falloir remettre en ordre pour que le marché de l'art en général et la place de Paris en particulier puissent bénéficier d'un contexte qui redevienne favorable. On a perdu un peu effectivement ce dialogue nécessaire et indispensable entre tous les intervenants et tous les acteurs du marché de l'art. Et à son niveau, l'OCBC est un acteur du marché de l'art. Donc on doit effectivement renouer ce contact et ce dialogue, c'est très important. Et effectivement, on sent une évolution, non pas de la jurisprudence, parce qu'on a vu avec Corinne Jaskovic qu'il était très compliqué parfois d'apporter les preuves matérielles de tel ou tel problème, mais on sent également une volonté liée à des circonstances conjoncturelles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai débuté maintenant il y a longtemps dans cette profession, dans les années 94, les problématiques liées aux provenances étaient très secondaires, très négligées même. Et aujourd'hui, par un phénomène en partie médiatique, qu'on peut comprendre, avec notamment, on a pu sentir au niveau du marché de l'art un renversement à partir de la mise en avant de ce qu'on a appelé les antiquités du sang, avec cette table ronde que nous avions organisée d'ailleurs à Drouot. On a senti des nouvelles préoccupations d'ordre moral et politique qui jusqu'à présent étaient relativement étrangères au marché. Et là, il y a un phénomène de balancier qui est à mon sens un petit peu compliqué. On part d'une époque où il faut faire un mea culpa, où effectivement les provenances n'avaient aucune influence majeure sur le marché, à une situation où elles deviennent aujourd'hui pratiquement un élément indispensable, voire une qualité substantielle. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut, avec cette théorie du balancier, revenir plus au centre et éviter les excès. Un des excès, effectivement, qui a été noté par le passé, est de vouloir faire de ce principe du droit général français, un principe majeur de la présomption de bonne foi du possesseur, de vouloir inverser la charge de la preuve, effectivement. Et ça, c'est un sujet très grave. Alors jusqu'à présent, on a pu remarquer que par des subtilités d'ordre de procédure, on a réussi à passer du civil au pénal par l'intermédiaire de la complicité de blanchiment de fraude fiscale ou de blanchiment d'activités terroristes internationales. Le terme m'échappe. Blanchiment par facilitation. Par félicitation, voilà. Et effectivement, on passe au pénal, et là, c'est à la personne incriminée de faire la preuve de ça. Mais par principe et par pratique, je peux vous dire que toutes les problématiques liées aux provenances convergent inévitablement vers deux axes majeurs. Le premier, qui est l'existence d'un possesseur et d'un vendeur de bonne foi, et le deuxième, qui est la matérialisation des faits, qui est parfois extrêmement difficile à pouvoir prouver. On a vu dans le travail, on a vu dans toutes les interventions depuis ce matin, sur l'impossibilité parfois de matérialiser les faits. Et sans faits matérialisés, on ne peut pas préjuger inversement de la culpabilité de tout un marché, puisque tel ou tel objet aura été placé dans une catégorie sensible. Puisqu'on parle maintenant de catégories, les provenances sont particulièrement sensibles en matière d'archéologie, beaucoup moins en matière de dessins anciens, ou de vin, ou de bijoux, ou je ne sais quoi. En revanche, le vol va être beaucoup plus présent en matière de bijoux, par exemple, et même de vin. Le vol est beaucoup plus facile à matérialiser, puisqu'il y a des plaintes. Il y a des faux vins. Il y a même des faux vins maintenant. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs étapes qui vont devoir être franchies, notamment celle de la matérialisation d'une date utile, c'est-à-dire à quel moment on va remonter. Parce qu'on ne va pas remonter jusqu'au pillage des trésors grecs par les Romains. Je veux dire, ça n'a pas de sens. La Convention de l'UNESCO
nous permet de fixer quand même des repères de temps historique. Vous parliez au niveau de l'Art-Loss de la date de 2000, mais ça en dit long sur effectivement les préoccupations qui émergent depuis ces années-là. Auparavant, c'était quand même, et à tort, peut-être faut-il le reconnaître, mais c'est des préoccupations qui étaient mineures à l'époque. Aujourd'hui, elles deviennent majeures. Et également, un des thèmes qui est très important, c'est l'intention frauduleuse. Et j'en reviens au possesseur de bonne foi, qui est vraiment central, je le répète. Les problématiques les plus compliquées sont liées évidemment au trafic illicite. Le vol est plus facile à caractériser, le faux, difficile techniquement, mais bon, la matérialisation est facile. Le trafic illicite est beaucoup plus compliqué. On a eu cet exposé très intéressant sur Sirène. Et là, la matérialisation est assez facile, mais qu'en est-il des centaines de milliers d'objets détenus par des collectionneurs, des héritiers, des successions, parce que, à la différence du marché en général, les commissaires-priseurs sont plus facilement mis en relation avec des successions, avec les notaires et avec des ayants droit qui ignorent même ce qu'ils ont chez eux. Mais ces objets existent depuis toujours, et si demain un objet sensible est trouvé dans une succession, quel est son statut ? Doit-on s'interdire de traiter d'archéologie, ou au contraire doit-on fixer des nouvelles règles ? Je crois qu'il est important de défendre tous ces collectionneurs, toutes ces collections qui ont été constituées à l'époque de façon absolument licite. Je reprends un exemple que je connais bien, celui du Mexique. Le Mexique, et là je critique, tout à l'heure il a été fait référence à la liste rouge de l'ICOM, qui est une liste plus politique que scientifique, il faut le reconnaître. Un pays comme le Mexique, par exemple, revendique 100% de son patrimoine, sans distinction. Donc ça, c'est comme ça, ça s'est fait. Mais l'État mexicain, pendant de très longues années, a laissé les antiquaires mexicains de l'époque exercer leur métier, exporter les pièces, sans aucun contrôle, aucune restriction de la part de l'État. Et aujourd'hui, ils nous disent « Ah ben non, parce que l'exportation est interdite depuis 1827. » Donc là encore, il faut savoir trouver il va falloir trancher dans des concepts de période. L'UNESCO fixe encore une fois un repère, et surtout accorder une attention particulière au fait de ne pas rentrer dans un excès inverse qui annihilerait complètement un marché et qui interdirait un marché qui a été constitué de façon absolument licite. Ce qui souligne le problème des partenariats. Moi, personnellement, j'ai suggéré à la commission Labourdette et Alia que l'OCBC puisse avoir éventuellement un œil sur les acquisitions des musées, parce qu'il vaut mieux qu'ils jettent un coup d'œil avant plutôt que d'après aller menotter et garder à vue les conservateurs qui auraient fait ces achats. Mais évidemment, il va falloir travailler pour établir la confiance avec l'OCBC maintenant, après ce qui s'est passé. Ça va être un premier problème. Et les partenariats avec les pays sources. Parce qu'une des solutions qui a été trouvée en plusieurs occasions, le musée du Quai Branly avait fait ça après la fameuse histoire des pièces NOC à laquelle j'ai un peu contribué. Quand ils achetaient une pièce, ils demandaient aux pays sources est-ce que ça pose un problème. Mais à ce moment-là, il faut aussi que les pays sources jouent le jeu et ne revendiquent pas tout et n'importe quoi, comme c'est le cas malheureusement du Mexique, certains pays centro-américains, ça a été le cas de l'Égypte à un moment donné avec Zaïre Hawass, et dans lesquels finalement la confiance, il ne peut pas y avoir de confiance. Il faut recréer des dynamiques vertueuses, ça c'est très important, avec de dialogue. On parlait beaucoup de dialogue, mais le dialogue, il faut le créer et il faut le forcer. Effectivement, avec l'OCBC, avec toutes les émanations de l'État. À notre modeste niveau, à Drouot, nous avons initié cette philosophie, notamment avec l'accord que nous avons passé avec les institutions en général, mais avec le Louvre en particulier. Il y a Emmanuel qui est présente aujourd'hui, et le prix que nous avons créé, le Louvre Drouot, qui finance un jeune chercheur sur les provenances, et toutes nos archives sont ouvertes aux institutions, notamment pour une période très compliquée. Alexandre, il va falloir qu'on passe aux questions. D'accord. Dans la salle. Alors voilà, donc je demanderai aux gens qui interviennent d'avoir la gentillesse de se présenter.
ça peut aider, éclairer leurs propos. Donc, oui, là-bas, tout au fond, allez-y. Oui, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour, je suis Jonathan Chamla, je suis commissaire-priseur à Paris et à Marseille, dans le sud de la France. Je voulais revenir sur effectivement le dialogue dont M. Dédier a parlé. Effectivement, moi, je suis commissaire-priseur depuis 2015 et le dialogue, en réalité, je ne l'ai jamais connu. En fait, en tout cas, un dialogue officiel, parce qu'il existe un dialogue. Un dialogue. Pardon, excusez-moi, je vais préciser. Laissez-moi finir. Un dialogue officieux. Parce qu'on est en contact avec les douaniers qui ne peuvent pas passer par des protocoles légaux, ne peuvent pas passer par... parce qu'il y a la complexification, la complexité des lois, etc., les oblige à nous poser des questions sur des problèmes d'authenticité et également de prix, de priser sur certains objets. Des discussions également avec des conservateurs de musées pour des problèmes d'assurance qui viennent nous voir et nous disent on ne peut pas vous faire, nous on le fait de façon totalement gracieuse, ils disent mais on ne peut pas passer par des canaux légaux parce que notre administration est trop complexe, etc. Donc effectivement, en fait, ce problème vient du dialogue et je pense qu'il serait nécessaire aujourd'hui, par l'intermédiaire du Conseil des ventes, de Drouot, d'autres institutions, effectivement, de créer, pas seulement des tables rondes, mais peut-être une institution, une association, quelque chose qui permettrait de renouer le dialogue entre le marché, les musées, et également les institutions comme l'OCBC. Oui. Moi, j'ai eu affaire à l'OCBC, j'ai signalé à l'OCBC une œuvre qui m'avait été déposée, qui avait été volée. L'OCBC m'a dit « je ne peux pas intervenir parce qu'il n'y a pas de plainte officielle qui a été déposée, il faut que vous fassiez appel directement à la police ». Voilà, donc il y a une complexité en fait, si vous voulez, des institutions, et je pense voilà, il faudrait. Je pense que M. Paul à la fin Merci. Pourra certainement peut-être répondre ou évoquer ça. C'est plus une déclaration qu'une question. Donc. Non, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'expert et le commissaire-priseur, l'expert et le commissaire-priseur a une obligation de diligence appropriée. Et la diligence appropriée, vous l'avez expliqué, c'est bien déterminé. Après, il y a des faux certificats, il y a des fausses œuvres, il y a des personnes mal intentionnées, c'est exact. Et ce qu'une enquête de police peut arriver à mettre en avant et à déterminer, un expert et un commissaire-priseur de leur côté ont plus de mal à pouvoir le faire. Oui, bonjour, je suis Guillemette Andreux, ancienne directrice des antiquités égyptiennes au Louvre. Je rebondis sur l'intervention de Morgane Belzic, tellement édifiante. Et j'ai envie de répondre, encore qu'on ne me pose pas la question, ce que Antoine Godot a dit dans un des nombreuses interviews auxquelles il a été soumis récemment, on va dire en juin. Il a dit « Je me demande si la solution, c'est pas de ne plus vendre d'archéologie ». Et honnêtement, on peut se poser la question. Bon, autrement, je dois vous... Peut-être que vous ne savez pas tous que j'ai été quand même en 2009 harcelée par Zahi Hawass en Égypte pour restituer 5 fragments de peinture qui avaient été mal acquises par mes prédécesseurs, mais de bonne foi. Et ça s'est passé, donc ça a été une année extrêmement éprouvante. Avec des gros enjeux diplomatiques et politiques. Et ça s'est terminé à l'Élysée, entre le président Sarkozy et le président Moubarak. Et le lendemain, la presse égyptienne titrait en grand « La France a plié ». Bon, donc c'était politique. D'autant plus que les fragments de peinture sont toujours dans des caisses dans je ne sais plus quel musée du Caire. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il fallait faire très attention. Et moi, je suis assez choquée de voir que d'abord, il n'y a pas beaucoup de conservateurs ici, alors qu'effectivement, on a... Bon, je ne connais pas tous les conservateurs, mais c'est vrai que, en tout cas, comme archéologue, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, je voulais vous dire que je suis très choquée
et ça c'est une impression actuelle, comme on est assez secoués tous par tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Abu Dhabi. Beaucoup de mes collègues égyptologues me disent mais ça c'est pas notre problème. Donc quand on parle de formation, quand on parle de retour à l'université, à l'école du Louvre, il n'y a pas que les conservateurs qui sont inquiétés dans ces histoires-là, c'est nous tous, parce qu'on ne peut pas faire de recherche sur des objets archéologiques ou sur des œuvres tout court sans s'intéresser au pédigré de ces œuvres. Et il faudrait vraiment faire rentrer ça dans la tête des chercheurs. Corinne Merci. voudrait répondre. Merci. Non, merci non, pas répondre, mais aller vraiment dans votre sens, Poursuivre. parce que ce qui est extrêmement curieux, pour le dire d'une certaine manière, dans cette affaire du Louvre Abu Dhabi, c'est de voir à quel point les scientifiques sont d'un côté tout-puissants. Si un scientifique vient émettre un doute sur une provenance, il y a une certaine autorité. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que ces mêmes scientifiques ne font pas la recherche de provenance. Et donc, quand ils sont consultés, ils ne se préoccupent absolument pas de savoir d'où vient l'objet sur lequel ils sont consultés. Et je voudrais juste citer quelque chose qui me paraît aussi très dangereux, c'est justement les fausses provenances. Alors, en matière d'antiquité égyptienne, il y a une fameuse provenance, la collection Kashaba. Et quand on prononce le mot collection Kashaba, c'est le sésame absolu. C'est-à-dire que la collection Kashaba est réputée comme ayant été formée dans les années 1910, une collection fabuleuse. Il y a eu un musée au Caire, et la collection serait sortie au moment de l'arrivée de Nasser au pouvoir, c'est-à-dire dans les années fin des 56. années 50. Voilà. Non, mais progressivement, donc fin des années 50, 60. Donc tout ça donne une provenance à tous les objets censés provenir de la collection Kashaba absolument parfaite. Oui, c'est trop facile, quoi. Absolument c'est la parfaite. facilité. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on interroge les scientifiques sur cette collection Kashaba, tous unanimement disent qu'effectivement elle a existé. Mais quand on va un tout petit peu plus loin, est-ce que vous connaissez l'inventaire de la collection Kashaba? Oui, il est quelque part aux États-Unis. Personne n'est allé le consulter. Personne. Tous les scientifiques interrogés disent il y a... Je parle des grands égyptologues qui veulent publier raison, sur des objets fameux, éventuellement ceux qui sont entrés au Louvre à Abu Dhabi, qui veulent absolument publier sur ces objets, qui partent du principe que ça vient de la collection Kashaba, et aucun d'entre eux, ils sont interrogés sur cette provenance, aucun d'entre eux n'est allé aux États-Unis chercher l'inventaire de la collection Kashaba, ce qui me paraît être quand même le b.a.-ba pour savoir ce qu'il y a dans cette collection Kashaba. Qui est un inventaire de 1930 en plus. Donc, personne n'est allé le consulter. Qui se trouve au Métropolitain. Mais je crois qu'on va devoir... une dernière question, si vous voulez. Oui, oui, mais là, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alors, vous faites votre choix, je ne sais pas. Bonjour, Marie de la Chevardière, expert, cabinet Le Fuel. Je voulais citer juste un exemple pour la provenance dans les années 80. Un jour, nous allons à un domicile d'une personne qui nous appelle. On fait un inventaire. Cette personne vend une partie et on est appelé par l'OCBC parce que, en fait, c'est un vol. Alors qu'on est allé à un domicile, et en fait, elle faisait une sous-location, et elle a vendu les objets de la sous-location. Donc on était de bonne foi, mais on ne pouvait pas imaginer, en allant vraiment au domicile d'une personne, que ça pouvait arriver. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Ensuite, quand, par exemple, dans un dossier, vous avez un document qui appartient à la famille depuis le XVIIIe siècle, qu'on fait l'arbre généalogique prouvant effectivement que ça appartient et que les archives revendiquent, alors que l'on sait que c'est une copie et qu'il y a plusieurs exemplaires, peut-on parler de spoliation dans l'autre sens? Ouais. Alors, bon, je voudrais juste dire un petit mot pour conclure avant de passer la parole à Henri-Paul. Je voudrais rebondir sur un petit détail peut-être de l'intervention d'Alexandre. Il y a eu un catalogue de Christie's en couverture
duquel il y avait une bouteille de Romanée Conti 45. Sauf qu'il n'y a jamais eu de récolte à Romanée Conti en 45. Donc vous voyez que la recherche de provenance peut aussi s'attacher à une multitude d'objets, hein, pas seulement les dessins, les estampes, les photographies, les instruments de musique, les livres maintenant aussi dont on parle à propos de la spoliation nazie. Hein, et avec cette complexité que je trouve vraiment redoutable, qui est qu'on a affaire non seulement à des objets sans provenance, mais aussi on a affaire à des objets dont la provenance a été savamment falsifiée. Et ça peut être extrêmement difficile pour les marchands, pour les conservateurs, des experts, de retrouver la preuve ou un élément même de suspicion à propos de cette falsification. Et là, l'intention frauduleuse du marché n'est pas caractérisée. Oui, et donc, l'expert, il aurait dû savoir qu'en 1945, il n'y avait pas de récolte dans ce fameux domaine, ou sinon, il aurait pu appeler le domaine en disant, voilà, on a une bouteille de 45, est-ce que ça pose un problème? Bon. Et donc là, on voit bien l'étendue des sujets.